Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 081 sur transformer sa vie grâce à la course à pied avec Bertrand Soulier. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Bertrand Soulier, votre coach web depuis 2011. Ayant également plusieurs expériences dans le domaine entrepreneurial, sa véritable réalisation a été la découverte de la course à pied il y a de cela quelques années. Également podcasteur, l'entrepreneur a lancé il y a 2 ans le podcast Kilomètre 42, entre autres pour décrire la préparation de son premier marathon réalisé en octobre 2018. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Bertrand Soulier. Salut Bertrand, comment ça va? Salut Amélie, ça va très bien, merci. Merci beaucoup à toi d'être venu. Puis tout de suite, la première question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours sportif, particulièrement l'impact qu'a eu la course à pied dans ta vie? Alors mon parcours sportif, il est en 2 étapes. Il y a l'étape de ma jeunesse où j'étais un sportif. Et puis, quand j'étais gamin, j'ai fait beaucoup de foot. Pendant 10 ou 12 ans, j'ai joué au foot. J'ai fait du tennis, j'ai couru, plein de choses comme ça. Et puis autour de, je pense, au collège, pour la France, hein, peut-être autour de 14 ans, mais j'ai grandi trop vite. Et donc mes genoux, j'ai fait ce qu'on appelle une maladie d'Osgood, je sais pas comment. Bref, j'ai les cartilages qui se sont mis à se décoller. Et donc, j'ai encore le souvenir de ce match-là où j'avais mal au genou et le médecin m'a dit quelques temps après, il m'a dit il faut plus faire de sport parce que le cartilage doit se recoller, etc. Et ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. J'étais plâtré pendant 6 semaines ou 5 semaines. Et les cartilages sont toujours pas recollés, hein. C'est toujours pareil. Mais quand j'ai voulu reprendre le sport à l'époque, c'était super, super dur, quoi. J'avais perdu tout mon niveau, etc. Et donc, je suis devenu un non-sportif. À peu près dans ces âges-là, autour de 15-16 ans. Et je suis resté non sportif jusqu'autour de 40 ans. Voilà, à peu près. Et autour de... Alors, j'ai eu des tentatives quand même. Hein. J'ai fait un peu de VTT autour de mes 18 ans, 19 ans, jusqu'aux 2 championnats régionaux, mais sans trop grand succès. Et après, j'étais vraiment un non sportif. Et puis, j'ai fait une tentative de course à pied, peut-être la crise de la trentaine, dans ces zones-là à peu près. Je sais pas. Mais c'était terrible, c'était horrible en fait. Je devais peser 90 kilos, peut-être presque 100 à l'époque. J'arrivais pas à courir. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était de tester des montres connectées, des choses comme ça. Enfin, des trucs. C'était le début d'une application comme Runkeeper qui venait juste de se lancer, par exemple. Adidas avait lancé son petit boîtier, etc. Mais moi, j'arrivais pas à courir. À tel point d'ailleurs qu'il y a une banque française qui m'a offert un dossard pour le marathon de Paris. Et j'ai dit non, vous êtes fous, je peux pas, c'est pas possible, parce que je testais, j'avais un blog, etc. Et j'ai dit non, mais vous allez me tuer si je fais ça, donc j'avais refusé. Et donc pendant 3-4 ans, j'ai pas couru non plus, du tout. Et puis à un moment donné, avec ma femme, quand même, on s'est regardé dans le miroir, on a dit on ressemble quand même à des gros trucs qui ressemblent pas à grand chose en fait. Voilà. Hein. Maintenant, je prends l'image du hamster qui était dans une roue qui n'était pas la sienne et qui courait après sa vie. Mais l'image du hamster, elle me vient que maintenant parce que puis hier j'ai vu un hamster en plus, je me dis oui, c'est exactement ça. Mais je pesais 105 kilos quoi. Et donc le courir, c'était impossible, etc. Et on a commencé à faire un rééquilibrage alimentaire. Et puis, après le rééquilibrage alimentaire, je me suis dit, il faut que je bouge un peu, que je marche un peu. Donc, je me suis mis à marcher, à faire un peu de vélo en ville, aller à mes déplacements en vélo.
Et puis je me suis mis à faire un peu de fitness, du fitboxing, un peu de natation, des choses comme ça, qui m'ont fait bouger, un peu, prendre un peu de cardio. Et puis un jour, j'en discutais avec mon prof de fitness et qui m'a dit, il m'a dit, est-ce que tu sens les bénéfices de ce que tu fais en sport? Et je lui dis, mais comment je peux le sentir? Il me dit, bah va courir. La dernière fois que j'ai couru, c'était dur. Il me dit, bah va courir quand même. Alors je suis allé courir début septembre. Et puis il me dit, tu recommences dans 3 mois. Et je suis allé courir un début décembre, il faisait beau un matin. Enfin, c'était gelé, mais il faisait beau. En fait, je me suis rendu compte que je courais presque 2 fois plus vite en quelques temps. Et donc j'ai regardé, j'avais perdu 10 kilos, j'avais fait travailler mon cardio, etc. Et tout d'un coup, la course à pied est devenue agréable. Et là, ça a changé ma vision du sport. J'ai dit, mais je suis à nouveau capable de faire du sport. Donc ça, c'était en mois de décembre. Et puis quelques temps après, pas très loin de chez moi, il y avait un petit trail, 13 km. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à courir. Et jusqu'à la veille, je me suis dit, je suis incapable de courir ce trail, 13 km. Je vais aller chercher le dossard. J'ai dit à l'organisateur, j'ai dit, bon, je m'inscris, mais comme le trail passe devant la maison, et ben, si je me sens fatigué, je m'arrêterai à la maison et je poserai le dossard sur la porte de la maison et vous viendrez le chercher, je vous appellerai et tout. Et il m'a dit, non, ça va le faire, etc. et tout. Et effectivement, ça l'a fait. Et à partir de là, j'ai pris un bout de virus qui était de dire, je me rends compte que si je prends un dossard, je suis capable de me préparer pour courir un peu mieux. Si je cours un peu plus mieux, je me sens mieux dans ma tête. Ça m'aide à travailler mieux, ça m'aide à faire plein de choses en fait. Et ça, c'était la première étape. Et ensuite, j'ai passé une autre étape où un jour, je me suis dit, je vais faire d'autres courses. Donc, je me suis offert un 10 km pour mes 40 ans. Le jour de mes 40 ans, il y avait une course de 10 km. Et j'ai dit, je vais faire un 10 km. Et puis, avec ma femme, on discutait, on est parti super loin. Et puis, je doublais plein de gens. Il y a plein de gens qui me connaissaient. Ils me disaient, allez Bertrand, bon anniversaire et tout, vas-y et tout. Et quand je suis arrivé au bout, j'ai regardé le temps. Je dis, bon, c'était 46 minutes, hein, c'est pas un temps exceptionnel, mais je dis, il est quand même pas mal pour un gars qui savait pas courir, quoi, qui était incapable de courir quelques temps après. Et donc j'ai laissé passer quelques temps comme ça, en faisant une course ou deux, des trucs comme ça. Et puis un jour, j'ai décidé que j'allais courir un marathon de Paris. Non, que j'allais devenir marathonien, pas le marathon de Paris, mais devenir marathonien pour mes 42 ans. Et là, je savais pas dans quoi je m'embarquais parce qu'il me restait 1 an et demi à peu près à faire, à préparer. Et j'ai dit ça au bord de la mer, il faisait beau et tout. Je dis voilà, bah, écoutez, aujourd'hui, je dis je vais devenir marathonien pour mes 42 ans. Et là, je me suis dit quand même, il faut que tu te prépares sérieusement. Donc, je me suis inscrit dans un club de course à pied. Et là, j'ai découvert que, en fait, j'ai envoyé un message, je leur dis, mais vous acceptez des gens qui courent pas? Ils m'ont dit, oui, oui, tu peux venir. Et je dis, mais je suis vieux. Oui, oui, mais t'inquiète pas, il n'y a pas que des jeunes et tout. Et puis le président, en fait, il a 20 ans de plus que moi, donc, mais il a presque toujours couru. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait courir, chacun sa vitesse, qu'on pouvait progresser, etc. Et donc, à partir de là, et ben, je me suis mis à courir de plus en plus, jusqu'à devenir. Alors, mon premier marathon n'a pas été celui de mon anniversaire, parce que je me suis blessé juste avant, mais finalement, je suis bien devenu marathonien l'année de mes 42 ans, hein. Donc, marathon de Paris. Et là, ça change à tel point ma vie que l'idée maintenant, c'est de dire que j'avais un rêve quand j'étais enfant, c'était d'être. Je voulais être joueur de foot en fait pro. J'étais dans un club qui permettait de le faire, etc. Ça a été contrarié. À l'époque, c'était mon rêve, quoi, d'être gamin. C'était pas de travailler dans un bureau, quoi. Et je me dis, ben maintenant, va chercher ton rêve. À 42 ans, j'ai envoyé un message un jour à un copain. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu crois qu'on peut être sportif professionnel à 50 ans? Il m'a sorti 2-3 exemples qui prouvent que oui. Donc, ou après 40 ans, il m'a dit, oui, mais regarde et tout, tel truc et tout, tu peux y aller. Et donc, j'ai dit, bah, on va essayer. Donc, sportif professionnel en course à pied, vraiment, d'y aller, c'est ça, pas juste au niveau amateur, mais vraiment de... Ouais, en fait, quand je dis sportif pro, c'est que je pense que maintenant, on peut vivre le sport pro. Euh, à une époque, quand j'étais gamin, moi, être sportif pro, c'était dans être une équipe qui nous a payé, etc. Enfin, comme au hockey, comme au plein de sports comme ça, quoi. Et sauf que au bas de la pyramide, alors moi, je prends le foot parce qu'en France, c'était le foot. Et puis moi, voilà, c'est ça. Il y a, je vais peut-être dire une bêtise, mais il y a peut-être 2-3 millions de joueurs qui commencent. Et en pro, il y en a peut-être, je sais pas, il y a quoi, 20 équipes, 40 équipes, fois 20 joueurs, 400, 500 joueurs pro, quoi. Hein. Et donc, il faut passer de 1 ou 2 millions à 500. Donc, il y a des étapes qui sont super compliquées. Moi, j'ai plein de copains qui se sont arrêtés juste à l'arrivée, là, avant de passer ce palier-là. Il y a eu beaucoup de déceptions, etc. Mais maintenant, on a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux, Internet, et on peut vivre d'une manière pro, son sport pro, c'est-à-dire que
avoir l'hygiène de vie d'un sportif pro, avoir l'entraînement. Moi, je discute avec un gars, il dit, bah, je cours 2 heures par jour, je fais ça, ça et ça, et je regarde mon emploi du temps, je fais, mais c'est ce que je fais ou presque. Sauf que, bien sûr, lui, il court à 16 km/h, ou 17, ou 18, ou 19, quand moi, je vais courir à 12 ou 13, parce qu'il a plus de choses. Je vais peut-être pas gagner les courses. Sûrement pas. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je gagnerais pas de course, ou alors sur un vrai malentendu, hein, vraiment une espèce de malentendu. En revanche, sur les réseaux sociaux, je peux donner des conseils, je peux vendre de l'image, je peux accompagner des vrais sportifs pros pour les aider à faire leur communication. Je peux accompagner des gens qui débutent jusqu'à un certain niveau. Je peux passer des diplômes de coach, etc. Enfin, c'est un peu le projet, quoi. Et donc, je peux vivre une sorte de vie de sportif pro, où ça se trouve, ça sera ma chaîne YouTube, où ça se trouve, ça sera mes t-shirts, où ça se trouve, ça sera ma petite marque de produits dérivés. Tu vois, je sais pas quoi. Mais je me dis, t'es pas obligé de passer par une équipe, par une sélection de sport pro, etc., comme mon rêve d'enfant. En revanche, tu peux le vivre d'une manière avoir la vie d'un sportif professionnel en essayant de la financer par un autre truc. Ah, c'est vraiment intéressant. J'avoue que j'avais jamais vu ça de cette façon-là, mais merci beaucoup du partage. Puis au cours, justement, tu as expliqué en fait tout ton parcours dans la course à pied. Euh, Quel a été ton plus grand défi lors de ce moment-là? Puis qu'en as-tu retiré pour la suite de ton parcours? Moi, j'ai un souvenir qui est marquant. Quand j'avais essayé de courir à une époque, je reviens de vacances en fait. Donc j'étais à la mer. Chaque année, mes beaux-parents ont une maison de vacances. Et un jour, je cours sur la plage. Normalement, courir sur la plage, c'est le truc idéal, quoi. Il y a du soleil, il fait beau, on court les pieds dans l'eau, etc. Et moi, dans les oreilles, j'avais une musique avec dessus, il y avait des consignes audio, de dire il faut freiner, ralentir, accélérer, etc. L'entraînement comme ça en musique. Et à un moment donné, le programme, il dit marcher. Donc je marche. Et puis il dit maintenant recourez. Et je commence à recourir. Et là, j'ai l'impression que j'avance plus, quoi. Et j'avais mon iPod dans les mains et je me suis mis à l'insulter, quoi. À dire mais arrête, quoi. Arrête de me dire de courir. Je peux pas courir. Arrête. Et je me dis mais tu vas jamais pouvoir mettre un pied devant l'autre. C'est pas possible, quoi. Tu vas pas y arriver. Donc j'ai des photos comme ça où je pesais 20 kilos de plus que maintenant. J'en ai perdu 27. Donc tu vois, enfin voilà, 25 kilos de plus. Et le défi, c'était déjà de dire comment tu arrives à courir ton premier kilomètre sans insulter ton téléphone ou ton iPod, hein, vraiment le truc. Et ça, c'était vraiment mon truc. Et ensuite, j'étais persuadé dans ma tête que je pourrais jamais devenir marathonien. C'est-à-dire que c'était un truc qui était trop important pour moi. Courir 42 kilomètres, 4 heures, c'était... j'ai dit, je vais faire des 5 et des 10 kilomètres parce que 5 et 10 kilomètres, pour moi, c'était vite fait. Hein, tu dis, cours 20 minutes à fond, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tellement plus compliqué courir à 10 km. Et je le dis souvent dans mon podcast, je dis, c'est là où il y a le plus de défaillance, mais je comprends. Et donc le cap de passer le truc de dire, t'es capable de prendre le premier dossard, défi, t'es capable de t'inscrire à un marathon et de finir ton marathon. Surtout que le marathon de mes 42 ans, normalement, ça va être à Lyon. Je me suis blessé juste avant. Et donc, il fallait reprendre un entraînement. Et tous les jours, et ma femme elle m'a dit, mais tu vas devenir fou. Tous les jours, je testais voir si j'avais pas la douleur qui allait remonter juste avant le marathon. Et à un tel point parce que sur la préparation du premier marathon, 15 jours avant, je me blesse. J'avais plein de doutes. Et juste le lendemain de la course, j'avais plus mal. Alors, je me suis dit, ça se trouve, c'est ton cerveau qui a inventé une excuse pour pas y aller. Et pour le marathon de Paris, je me dis, mais tu vas y arriver, tu vas pas y arriver. Et rien que d'être au départ, déjà, pour moi, c'était gagné, quoi. J'ai dit, je sais que j'arriverai au bout, d'une manière ou d'une autre, mais là, être au départ, pour moi, c'était le truc de dire, tu vas y arriver, c'était ça mon défi d'être au départ, quoi. Parfait. En plus, donc tu t'en parlais tantôt que tu travaillais beaucoup sur le web. Tu as lancé en juin 2011, donc ça fait pratiquement 10 ans, votre coach web qui accompagne en fait des entrepreneurs, des entreprises dans tout ce qui est, c'est ça, marketing web. Donc, Mm. comment tout ça a parti, d'où te vient en fait cette passion-là pour le web qui était quand même beaucoup moins connu en 2011 que c'est le cas aujourd'hui? Ouais, mais moi, je suis un vieux, en fait, je suis un dinosaure. Et en fait, j'ai commencé à faire de l'Internet en 95-96. Voilà. Alors,
L'histoire, elle est un peu longue, mais moi, en fait, ma famille me prédestinait à travailler soit dans une banque, soit dans une usine, soit, tu vois, dans une grande boîte. Nous, moi où j'habite, et mon père a travaillé là-bas, la grande entreprise, c'est Michelin, donc fabricant numéro 1 de pneus. Et ma mère, elle travaillait à la sécurité sociale. Et donc, en fait, leur vision à eux, c'était vision fonctionnaire, de dire Michelin, tu peux faire carrière, ou tu peux aller à la sécurité sociale, ou alors tu peux travailler dans une banque, mais c'est la sécurité de l'emploi, fais des études, etc. Et moi, au départ, j'ai eu mon bac un peu difficilement, et puis ensuite, je dis je vais pas aller à la fac, et donc parce que sinon je vais rien faire. Et puis je suis allé dans une autre formation, et là, on nous a proposé de faire des sites internet, et de faire le site internet du département d'études, sauf que je ne m'étais jamais connecté à internet à ce moment-là. C'est-à-dire que le gars, il nous dit 95, hein, il nous dit ouais voilà, vous voulez pas faire le site internet on était 3 copains et tout, vous voulez pas faire le site internet, c'est votre projet d'année, vous serez noté là-dessus. On se regarde, on dit bah oui d'accord. Il nous dit vous avez une question, on dit oui c'est quoi internet, voilà. Et donc ils ont ouvert une salle où il y avait un ordinateur qui était connecté. Le site n'a jamais été mis en ligne parce que le responsable informatique a dit c'est trop dangereux internet, il y aura pas d'internet. Sauf qu'en fait, ça a changé le cours de ma vie, quoi. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, je me suis mis à faire des sites internet. Et à l'époque, il fallait faire sous bloc-notes, on tapait tout sous bloc-notes, tous les petits codes, etc. Et donc après, j'ai fait des études en école de commerce, mais moi, je faisais des sites internet le soir, j'avais mon blog, etc. Dans les années 80, fin 90, j'avais déjà l'équivalent d'un blog, tu vois. Si on prend mon blog Bertrand Soulier, c'est équivalent. Peut-être le plus vieil article, il a 20 ans, tu vois, maintenant dessus. Quelque chose dans ce genre-là, en fait. J'ai fait de la vidéo, j'ai appris à faire de la vidéo, j'ai appris à écrire, j'ai appris à faire programmer, j'ai programmé de A à Z. Je suis rentré, au lieu d'aller, tous mes copains d'école de commerce, ils travaillent dans les grandes boîtes qui vendent de la lessive, qui vendent des boissons glacées, qui vendent du coca, etc. Et moi, je suis allé dans un truc, c'est une agence web, T4, mais je voulais faire du site internet, et j'ai fait ça pendant 8 ou 9 ans d'agence web, pour donc des clients. Après, j'ai travaillé dans une collectivité locale, donc pour l'État, quoi, enfin, ou la région. Et en 2011, dans ces zones-là, en fait, j'étais victime de harcèlement moral au boulot. Et mon médecin, un jour, je tremblais, et elle m'a dit, vous retournerez jamais travailler là où vous êtes là. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais lancer quelque chose qui s'appelle Votre Coach Web, qui va être de dire, je mets toutes mes compétences que j'ai apprises, moi, sur le tas, avec comme je pouvais, pour des petits commerçants, pour des entreprises, des PME, un peu ceux qui voulaient, quoi, en fait, grosso modo. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai aussi fait beaucoup de cours à l'université, plein de choses comme ça, qui, en fait, c'est toujours lié au web, en fait. Mon métier de départ, c'est créer du site Internet. Et de plus en plus, c'est de venir raconter des histoires sur Internet. Parce que c'est ça, je te suis sur les médias sociaux depuis quelques temps. Et ça, tu racontes ton parcours, par exemple, dans la course, tu expliques tes entraînements. Donc, c'est vraiment beaucoup de storytelling. Puis, est-ce que tu sens justement cette vague-là? On voit ça de plus en plus, en fait, parce que même en peine 10 ans, le web a énormément changé, que ce soit sur les médias sociaux, justement, la création de contenu. Donc, ça, vraiment, tu le sens, cette vague-là, en fait, de storytelling depuis les derniers temps. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a mis un nom dessus, mais on a toujours fait ça. Moi, par exemple, sur mon blog, sur ce qui était un blog avant que le blog existe, en fait, hein, avant WordPress et compagnie, j'avais sur mon blog, je racontais, ah bah tiens, j'ai trouvé un lien sur Internet, j'ai trouvé un petit script, voici, moi j'ai fait ça, voici. Donc, ce que par exemple Gary Vaynerchuk parle de documenter son quotidien, ce qu'on fait tous, en fait, on le faisait déjà il y a 20 ans. On ne s'est pas arrêté de le faire. C'est juste que maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que on comprend mieux plein de ressorts, et puis surtout, on s'est rendu compte qu'on n'a rien inventé, mais que tout ce qui avait été déjà inventé par le passé, on peut l'appliquer au web. Et là, ça devient industriel, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une ère de l'industrialisation, et où n'importe qui, en fait, a accès à l'information de base pour savoir comment il peut raconter ça. C'est-à-dire que là où avant, peut-être, tu as besoin de faire des études pour apprendre la com, pour apprendre le storytelling, pour apprendre à raconter un truc, à faire ça et ça. Maintenant, tu peux aller sur Internet, acheter une formation même à 10 € des fois. Je suis sûr que tu as le truc. Tu vois, moi, je te vends une formation sur mon site. En ce moment, je fais un pack. Ma formation, je crois, storytelling, elle doit coûter 12 €, tu vois.
Et ben dedans, tu as les 7 étapes pour raconter une histoire. Et les 7 étapes, tu peux raconter n'importe quelle histoire et tu es sûr que ça marchera à coup sûr. Vraiment à coup sûr. Donc, tout le monde est capable de raconter une histoire. Et le storytelling, ce qu'il y a juste, c'est qu'on a mis un mot dessus, storytelling. Pour moi, il y a moi, après, j'ai analysé un petit peu les choses. C'est que pour moi, le roi du storytelling, ce fut, dans les dernières années, c'était Barack Obama, quoi. Et je pense que les gens se sont rendus compte que si un gars inconnu arrive à devenir président noir en 4 ans, entre son premier discours et le moment où il est élu, alors qu'il a aucune chance dans un pays où il n'a aucune chance, c'est qu'il y a une puissance qui est quand même beaucoup plus forte que ce qu'on pensait. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il a juste les méthodes, c'est celles qui ont été utilisées par toutes les religions, par plein de trucs, quoi. Et là, on revient sur tout un tas de récits, d'écritures, etc. Et bien sûr, sur les techniques de base du storytelling. Et on se rend compte, en fait, que tout ce qu'on regardait à la télévision, tout ce qu'on regardait dans les livres, tout ce qu'on a vu partout, chacun de nous, on peut l'appliquer. Et que c'est pas compliqué, en fait. Tu prends un truc de ton quotidien, tu cherches juste un moment comment dire, comment je le raconte, comment je l'exprime, et comment je fais en sorte que je le raconte d'une manière qui fait pas ouais, t'as vu, j'ai réussi à faire ça, mais plutôt regardez comment je fais ça parce que vous aussi vous pouvez le faire. Et en fait, c'est juste ça, quoi. C'est le storytelling, en fait, la nouveauté, pour moi, c'est que au lieu que les gens regardent ça d'un œil extérieur, on va dire je vous montre ce que je suis capable de faire parce que vous aussi vous êtes capable de le faire, ou en tout cas je vous embarque dans une histoire commune. Et ça, c'est pour moi le truc qui a vraiment basculé avec Internet, avec notamment Instagram, quoi. Mais sur YouTube, les histoires, les moments storytime, là, ce qu'on appelle, je vous raconte une histoire, etc. C'était déjà le cas. Sur les blogs, c'était déjà le cas. Les blogs de filles, la grande mode des blogs de filles, etc. J'avais plein de copines qui étaient blogueuses. Elles racontaient toute leur journée storytelling, même s'il n'y avait pas le mot en face, quoi. En effet, c'est très intéressant à justement expliquer ça vraiment en détail d'où tout ça vient. Tu disais que tu écrivais depuis longtemps, tu as lancé votre coach web, tu avais également lancé la plateforme Cyberboonia, tu avais également Mm. lancé Shakai Club. Donc, vraiment, tu avais un côté entrepreneurial qui dormait parce que tout ça, tu as lancé ça différents projets au fil des années. Là, tu parlais en plus aussi de ton branding avec le petit hamster. Donc, d'où te vient en fait cette passion pour l'entrepreneuriat? J'en sais rien. En fait, je suis en train d'essayer d'analyser les choses. Et c'est là où, par exemple, un podcast comme Nouvelle Vie, j'avais lancé Nouvelle Vie pour cette réflexion-là, c'est que je me rends compte à 40 ans que je me suis planté de chemin, en fait. C'est-à-dire à 40 ans, j'en aurai bientôt 44. Et donc, je me suis rendu compte que je me suis planté de chemin et que la bifurcation, elle a commencé. C'est dur à dire, hein, attention, mais au moment où j'ai trop écouté mes parents. C'est-à-dire que ils m'ont mis dans un sens en disant la sécurité de l'emploi, etc. Puis c'est très français cette histoire-là. Et moi, quand j'étais gamin, l'été, j'ai pratiquement pas de petit boulot. Il y a une année, j'ai eu un petit boulot, c'était vendre des brioches dans les villages. J'ai tenu 5 jours. Ça m'a horripilé cette histoire-là parce que je le raconte dans des mails, mais j'étais le plus mauvais vendeur du monde, quoi. Et il y avait une petite camionnette qui nous récupérait toutes les heures. Moi, j'ai loupé la première fois la camionnette. Je me retrouvais avec des brioches dans mon village, à attendre 1 heure une camionnette en plein soleil, etc. Et puis, alors, par dépit, je vais voir une grand-mère, j'en vends 5 et je sais même pas comment, tu vois. Et donc, le côté entrepreneurial, pour moi, il n'existait pas. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que ce qui existe en moi, c'est que j'ai besoin d'une grande liberté et d'une grande autonomie. Et chaque fois, au bout d'un moment, quand j'ai eu des chefs qui me disent il faut faire ça, ça et ça, et que j'ai pas le droit de discuter, ça va pas. Mais c'est valable aussi avec mes parents, quoi. Quand ma mère me disait faut que tu ranges ta chambre, j'ai pas envie de ranger ma chambre, je la rangeais quand je le décidais, en fait, tu vois. Et ça, en fait, c'est quand même un côté qui est très liberté, qui correspond vraiment à une notion de dire ah bah tiens, j'ai envie de lancer ça, j'ai envie de faire ça, etc. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quand je faisais mes études en école de commerce, j'avais pris une option entrepreneuriat, tu vois, quand même. Et parce que ça me semblait super sympa. Et j'avais accompagné d'autres étudiants qui avaient des projets, etc. Mais sauf que à l'époque, c'était les années 2000, les startups. Je lisais plein de bouquins sur les startups qui étaient lancées. Et puis là, on a eu la grosse bulle Internet qui avait explosé en plus. Mais vraiment,
J'étais allé voir une agence un jour qui m'a dit ouais tiens on va t'embaucher, t'auras une com là-dessus. Et puis 3 jours après elle n'existe plus quoi. Enfin elle avait disparu parce que la bulle internet était passée par là, tous ces financements disparaissaient et tout. Et tu te dis wow là attends mes parents ils m'ont dit que la sécurité c'était d'aller bosser dans tes trucs etc. Donc le jour où j'ai eu un salaire, et ben je me suis resté dedans tu vois. Je me suis payé des trucs, j'ai fait comme tout le monde. Tu te prends un confort de vie, tu fais t'es bien installé. Et jusqu'au moment où en fait ça a pété, et puis je tombais sur un chef qui était un enfoiré, pour pas dire un autre mot quoi. Et donc là, je me suis dit bon bah maintenant, il est peut-être temps que tu voles de tes propres ailes et que tu retrouves le côté qui est pour toi le plus naturel en fait. C'est ça le côté naturel. Et en fait, par exemple sur Cyberbunia, tu parlais de Cyberbunia, moi je l'avais créé au début, c'était pour trouver un boulot. C'était je suis en stage à Paris, à 400 km de chez moi. Je veux chercher de l'information sur chez moi, il y en a pas. Le journal local avait pas de site internet. Je crée un site internet en me disant, si je fais un site internet qui est pas trop mal, j'irai voir les agences web en leur disant, regardez ce que je sais faire et embauchez-moi. C'est ça, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a 2 agences qui ont vu le site, il y en a une, mais waouh! Et puis le gars, je suis pas sorti du bureau, m'a dit, tiens, t'es pris, quoi. Et à l'époque, on cherchait, je me dis, mais est-ce que je peux en vivre, etc. et autres. Et je trouvais pas quoi parce qu'il fallait que j'aille vendre de la pub, ça m'intéressait pas d'être un vendeur de publicité, enfin j'étais pas l'âme du vendeur quoi, j'avais refusé d'aller vendre du Coca et des Mars, c'est pas pour aller vendre de la pub. Et je me rends compte maintenant quand même que c'est une grosse connerie quoi, c'est-à-dire que quand tu es le premier sur le marché, que sans faire grand chose tu te retrouves avec au début 100 visiteurs parce qu'il y avait que 100 internautes sur le coin, puis au bout d'un moment tu te retrouves avec 5-6 000 par jour hein, sans rien faire, enfin en travaillant, en produisant le contenu, tu te dis quand même. Et puis que le journal du coin qui a 300 journalistes vient t'acheter de la pub pour se faire connaître, tu vois, tu te dis là quand même t'as été un peu bête quoi sur l'histoire, t'as loupé un truc probablement. Surtout qu'en plus j'ai même loupé le fait qu'ils auraient pu me racheter, tu vois. C'est à un moment donné ils voulaient me racheter et un autre grand journal m'avait parlé de me racheter aussi, donc tu vois je les ai fait un peu languir etc. Puis j'ai pas envie de vendre, mais après avec le recul tu te dis mais t'as fermé les portes les unes derrière les autres. Jusqu'au jour où tu te rends compte qu'en fait, la porte que tu avais poussée au départ, c'est qu'en fait, j'avais jamais cru que je pouvais la pousser, que c'est mon syndrome de l'imposteur, mon syndrome du grand débutant, de tout ce qu'on veut, quoi. Et donc, Chakai Club, par exemple, c'était la boutique de thé qu'on avait lancée avec ma femme. Ma femme, elle a un blog sur le thé, ça a plein d'audience, etc. Elle me dit, ouais, j'aimerais bien passer ma journée à écrire sur le thé. Ben, je dis, t'as qu'à vendre une boutique, t'as qu'à vendre du thé. Je lui ai dit en blaguant, moi, l'histoire. Et donc au début on a fait une box, après on a fait une marque, je dis écoute t'as qu'à faire ta marque de thé etc. Et sauf que voilà ça a duré 5-6 ans et puis elle en a vendu plein de sachets, plein de clients etc. Tu vois jusqu'au moment où ça passe ou ça casse quoi. Mais n'empêche que ça marche pas mal. On parle du Hamsters Running Club. Pour l'instant je sais pas où ça va amener, mais en tout cas c'est moi je lance ça dans un podcast dans Kilomètre 42. Je me dis oh voilà on est des hamsters, on va faire un club de hamsters. Et bien, je mets ça sur Internet, sur Instagram, et puis quelqu'un me dit waouh, il m'envoie un SMS, il me dit écoute, tu tiens ton truc, quoi. Il me dit ça fait quelques temps que tu cherches ce que tu veux faire, écoute, tu le tiens, vas-y, pousse le truc. Et je dis écoute, on va tenter. Et donc 3 jours après, il y avait les produits dérivés qui sortaient, j'ai mis ça sur Printful, tu vois. Et en plus, c'est là où tu te dis il n'y a pas de prise de risque. C'est-à-dire que je mets une tasse, j'avance 10 euros ou 12 euros et je fais 3 euros de marge, mais donc je vais pas ça que je vais gagner ma vie, tu vois. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des gens qui la prennent en photo, qui fassent connaître, qu'on puisse faire des trucs. Et je me donne un petit peu de temps pour que ça se développe et que ça fasse quelque chose. Et en mode autofinancé, quoi. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a fait sur le thé, on avait acheté 18 kilos de thé, tu vois, le premier jour. Et on a mis 5 ans pour le passer. Le premier kilo de thé, il y en a un qui se vendait pas. On a mis des années pour le passer. On avait acheté 100 tasses et tout, tu vois. Enfin, il a fallu 3 ans pour les passer. Là, j'ai vendu 5 tasses, mais sur les 5 tasses, j'ai fait de la marge à chaque fois, tu vois. Donc, on a maintenant des outils qui permettent aussi de le faire vachement plus facilement. Et ce qui est quand même aussi très agréable, tu vois, te dire, moi, je me rappelle au début, sur Internet, mais même mettre une vidéo, ce qui te semble, tu vois, même ce qu'on est en train de faire là. Non, mais, enfin, c'est inimaginable le truc. C'est même pas imaginable. Le truc, moi, quand je vois ce que tu es capable de faire sur TikTok et quand je vois que moi, mon premier GIF animé, on avait passé une journée à faire tourner une petite coccinelle sur elle-même pour faire une puce animée. Et je dis, maintenant, je pars faire une photo, je fais de la vidéo, je fais un petit montage et en 5 minutes, j'ai fait ça avec mon téléphone.
Je dis, waouh, on n'est pas dans le même air. Mais c'est vrai que je parle comme un vieux, quoi. Je parle d'il y a presque pas 30 ans d'Internet, mais tu vois, moi j'ai 44, j'ai découvert Internet à 18 ans, donc ça fait un bout de temps quand même que je vois un petit peu l'évolution de tout ça. Est-ce que tu parlais aussi du podcast? Donc oui, un blog, oui, tu parlais de vidéos, les médias sociaux, mais tu as également deux podcasts. Votre coach web que tu as lancé il y a quand même quelques années, qui a déjà au-dessus de 530 épisodes. Kilomètre 42 qui était lancé quand tu t'étais dit justement que tu allais faire ton premier marathon, donc tu expliques un peu le parcours de Mm. ça. Euh, Qu'est-ce que tu aimes autant de ce médium-là? Moi, le podcast, en fait, sincèrement, pour moi, c'est le truc de l'avenir. Mais j'ai peur que, en fait, il soit cassé par plein de gens du marketing, là, le monde que j'ai cherché à fuir. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que c'est le seul outil qu'on a actuellement qui nous défait de l'écran. C'est-à-dire que tout nous attire sur les écrans et que l'histoire de la technologie, mais c'est une histoire profonde, hein, je veux dire, fait qu'on se rapproche toujours des écrans et que l'écran se rapproche toujours de tes yeux. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire que ça commence avec le cinéma, l'écran était très grand, très loin, la télévision l'a rapproché, le téléphone la rapproche, et on arrive sur les lunettes, qui te les mettent carrément devant les yeux, et après on parle des lentilles qui te le mettent carrément dans l'œil. Et puis ensuite, on mettra l'écran dans la tête, et comme ça, tu n'auras même plus besoin de le regarder, mais tu regarderas l'écran en permanence. Et on n'est juste pas adapté en fait à ce monde-là. C'est-à-dire que ce monde-là, nous, on se rend compte que on reste des hommes préhistoriques, grosso modo, qui a vécu pendant des millions d'années sans écran, sans rien. On a grandi sans ça. Et moi, je suis un gamin de la télé, tu vois. Moi, j'adore la télé, etc. Mais il y a quand même un moment où tu te rends compte que t'es juste une patate sur un canapé, quoi, qui a regardé ta télé. Tu bouges plus, tu crées plus, tu parles plus, t'es plus intéressant. Tu t'es en train de te faner, tu vois. T'es en train d'être bouffé par quelque chose. Donc, tu te transformes en pomme chips en bouffant des chips, quoi. Et enfin voilà, c'est un peu l'image que j'ai, tu vois. Et tu te dis maintenant, à côté de ça, t'as le podcast qui arrive, qui te défait de l'écran, mais qui te permet finalement quand même d'écouter des trucs qui sont super intéressants. Tu peux écouter des gens qui sont à l'autre bout du monde. Tu peux écouter, si tu veux apprendre l'anglais, bah tu prends un podcast en anglais. Moi, je les écoute en virgule 0 fois 8, tu vois. Alors surtout si c'est un mec comme Gary Vaynerchuk qui parle super vite et tout, je dis oh là là là, attends, je le ralentis en 0,7. J'allais courir, tu vois, sur la préparation marathon, je vais courir 9-10 heures par semaine. 9-10 heures par semaine, je regarde, je me dis, bah tiens, sur un podcast, ça me permet d'écouter des épisodes de podcast qui font 1 heure, 2 heures, tu vois, où j'ai appris donc des trucs des trucs d'anglais, j'ai appris des trucs des mecs en marketing, des gens du sport, tu vois, j'écoute des gens comme Rich Roll qui racontent ses histoires et tout. Tu vois, moi, je découvre, et c'est là, tu vois, où je me dis, waouh, je découvre Rich Roll, tu vois, le jour où j'ai découvert Rich Roll et que je regarde sa vie et je me dis, ouais, attends, lui, il fait quoi dans sa vie là? Il fait du podcast, il fait sportif, il était drogué, il a fait la prison et tout, et il fait ça maintenant. Et tu vois, j'écoute un petit peu ce qu'il fait, les invités qu'il a, etc. Tout ça en bougeant. Tu vois, alors là, j'ai cassé mes écouteurs, là, c'est ce que je racontais l'autre jour. J'ai décidé de courir sans musique, sans podcast maintenant, donc ça me change un petit peu la vie. Mais j'avais 8 à 10 heures d'écoute de podcast où je pouvais apprendre des choses. Et à partir de là, moi, tu sais, je suis le hamster, quoi. Je suis un gros hamster dans sa roue. Je me dis, je m'évade de ma roue. Mais j'écoute les gens. Il y en a, ils disent, courir, c'est chiant, quoi. Tu vois, ils disent, je m'ennuie, etc. Et je leur dis, bah écoute, tu prends un podcast et tu écoutes ton podcast. Et donc, à partir de là, ben, s'ils écoutent des podcasts, autant que je me mette dans leurs oreilles pour finalement les accompagner, tu vois. Et là où j'en suis même à réfléchir, c'est de me dire, tiens, et si je faisais des épisodes où ils pourraient vraiment l'écouter, où ça les aiderait en fait pendant qu'ils courent 1 heure, ils pourraient écouter des trucs, je leur donnerais des conseils spécifiques sur la course, etc. Et tu vois, il y a des trucs comme ça, tu peux te dire, et en fait, il y a que l'audio qui te permet de le faire. C'est-à-dire que il te bouge de ton canapé, il te casse l'ennui sans t'obliger à avoir un écran. T'es pas obligé de tapoter sur ton clavier. Tu peux même télécharger ton fichier MP3, le mettre sur ta montre si ta montre elle peut le faire parce qu'il y a le cas de certaines montres qui peut le faire, tu vois. Enfin, j'ai envie de te dire, tu peux prendre un truc qui est totalement déconnecté mais avoir le fichier d'une manière assez légère. Et puis après, si je reprends ma casquette producteur de contenu, il faut aussi avouer quand même que c'est le média qui est le plus facile à créer, quoi. C'est-à-dire que
enfin, moi, je crée des podcasts avec mon iPhone, quoi. Je prends mon casque. Enfin, mon premier podcast, je prenais mon casque audio, je prenais mon téléphone, je partais dans la rue, hop, je parlais dans mon micro et puis je publiais. Voilà, j'ai fait des épisodes comme ça. J'ai fait des épisodes avec. Maintenant, j'ai un casque micro-cravate, quoi. Donc sans casque. Mais l'autre jour, j'ai fait un épisode où j'ai couru. L'épisode 60 de Kilomètre 42, j'ai couru 1 heure en parlant. Essayer de faire une vidéo YouTube sans donner mal aux gens comme ça. Et je suis arrivé à la maison, j'étais en vacances. Le plus long, c'était le publier, quoi, parce que les plateformes sont pas très mobiles là-dessus. Le plus long, c'était le publier. Mais j'ai dit, écoutez, voilà, on part. J'appuie sur le bouton du chrono. J'ai couru 1 heure en discutant, etc. Je suis arrivé, j'ai publié ça. Est-ce que tu connais un autre truc qui te permet de le publier aussi facilement, quoi? Moi, je connais pas. Si tu veux écrire un livre, si tu veux écrire un billet de blog, il te faut du temps, du clavier, etc. Si tu veux faire de la vidéo, il faut du temps de montage qui est beaucoup plus long, du matériel qui est plus long. Il faut que tu aies ta lumière, il faut presque du maquillage pour certains, il faudrait des fonds. Tu vois, là, mon fond, tu vois, il est pas beau. Enfin, il est pas beau, c'est mon fond dans lequel je fais toutes mes vidéos. Donc, mais il faudrait que je mette l'éclairage, que je mette le bon appareil. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et là, le podcast, il n'y a pas ça. Et puis, ça crée un autre truc, et c'est l'intimité, en fait. Et je me suis rendu compte que les gens qui sont fans de mes podcasts, ils sont beaucoup plus proches de moi que ceux qui étaient fans du blog, fans des vidéos, que ce soit, ou fans des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, comme ils entendent ma voix, mais qu'ils voient pas forcément ce que tu fais, tu vois. Parce que, bon, là, je suis habillé, mais enfin, je suis toujours habillé quand je fais des podcasts, ou presque, hein. Je dis pas que je fais des podcasts à poil, mais tu vois, ils pourraient s'imaginer, en fait, de dire, l'an dernier, j'ai fait du podcast en marchant dans la mer, tu vois, par exemple. Donc, je peux leur donner un imaginaire. Alors que quand tu regardes une vidéo, ben finalement, il y a plein de trucs qui vont venir happer ton regard aussi. Et tu vas te couper aussi d'une partie de la personne que tu as en face. Là, le podcast, tu n'as que la voix. Et le fait de n'avoir que la voix, tu rentres dans une intimité. Il y a des gens, par exemple, qui écoutent le podcast. Votre coach web, au début, était en quotidien, tous les jours, à 7 heures du matin, y compris samedi, dimanche. Et ben les gens, ils l'écoutaient en promenant leur chien tous les matins. Ils m'avaient dans les oreilles tous les matins. Et si un matin, je publiais pas, ils disaient, t'es où là? Bah attends, ce matin, j'ai pas pu l'enregistrer ou quoi que ce soit. Mais avec la vidéo, c'est plus compliqué. Tu vois, il y en a qui m'écoutent dans leur voiture tous les matins, il y en a qui m'écoutent en faisant de la trottinette, en faisant du vélo, tu vois, il y en a qui m'écoutent en courant, kilomètre 42. Il y en a, je pense, qui ne l'écoutent qu'en courant. L'autre jour, il y en a un qui a essayé de l'écouter en travaillant, il a pas réussi. Il m'a dit, ah, ton épisode, il devait être sympa en courant, l'épisode où je cours, justement, mais pas du tout en travaillant. Je dis, bah ouais, mais il était fait pour des gens qui courent. Il a pas été fait pour des gens qui, tu vois, il est fait pour, je peux pas te dire tous les jours, et vraiment, tu vois, pour arrêter un peu ce truc, je peux pas te dire tous les jours, il faut que tu bouges pour être mieux dans ton corps et te scotcher pendant 1 heure sur ton écran à me regarder en train de bouger, tu vois. Il y a une espèce de truc qui colle pas, tu vois. Je te dis de bouger, je te dis marche, parce que je parle aussi, j'incite beaucoup les gens à marcher. Je dis marcher, courez, bougez, mais je peux pas leur dire en même temps, regardez-moi en train de vous dire ça sur une vidéo, quoi. Mais j'ai une chaîne YouTube, hein, j'ai 2 chaînes YouTube pourtant. Mais voilà, le maximum, c'est allez, on part ensemble, on se balade et je vous raconte des trucs, je vous apprends des trucs, mais je peux pas vous scotcher là. Et ça, le podcast permet de le faire. Et c'est pour moi le truc quand les gens vont vraiment découvrir le podcast, je dis vraiment, ils vont vraiment découvrir qu'en fait ils se sont privés ils se sont fermés dans quelque chose et que le podcast va leur ouvrir de nouveaux horizons incroyables. Et puis voilà, après on verra si ça marche ou pas, quoi. Quels seraient tes objectifs, tes projets pour les prochaines années, tant au niveau sportif qu'en affaires? Là, tu as parlé, c'est ça, d'être sportif professionnel. Est-ce que tu avais aussi d'autres projets en tête? Ben, en fait, le projet global, c'est ça. En fait, on va dire que mon premier projet, c'est d'être un bon papa. Tu vois, on pourrait dire un bon mec, tu vois. Vraiment. C'est-à-dire que je me dis, et l'autre jour, j'en parlais avec mon coach et il m'a dit, quand tu vas te faire un objectif sportif, etc., il me dit à quoi tu vas te raccrocher. Et je lui dis, je veux pas que ma fille voit le gars que j'étais quand j'étais le gros hamster de 105 kilos. Je veux pas qu'elle ait cette vision un jour. Parce que non seulement j'étais gros, mais en plus j'étais triste. Et j'étais probablement assez aigri, tu vois, mauvaise humeur, pas souriant, etc. Et donc le projet global de ma vie, c'est d'être un bon petit vieux souriant.
Tu vois ce que je veux dire? Et le bon petit vieux souriant, ça veut dire que moi, il y a un mot-clé, tu sais, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que pour être bienveillant avec les autres et avec toi-même, il faut être bien dans ton corps et dans ta tête. Donc, mon projet global, c'est d'être ça, en fait. Tu vois, c'est ça. Par quel moyen? Je sais que mon moyen, c'est d'être entrepreneur et entrepreneur de ma vie d'abord et d'encourager les autres, les aider à faire ce qu'eux, ils ont envie de faire. Alors, je les aide dans la création de contenu. Si tu as envie de créer un contenu, je peux t'aider à le faire. Si tu as envie de courir, je peux t'aider à courir. Et ça, c'est vraiment la manière dont je veux le faire, le comment. Maintenant, après, je sais que pour ce projet, par exemple, de sportif professionnel, il faudrait que je passe des diplômes, tu vois. Donc, l'objectif, c'est d'être diplômé, d'avoir certains trucs, mais qu'il faut financer ça, que ça coûte 3, 4 000, 5 000 euros peut-être sur certains aspects. Si j'accumule, tu vois, tous les trucs qui m'intéresseraient bien, faire running, plus yoga, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et tout. Voilà, bon, bref, la totale que j'ai envie de faire. Et que surtout, c'est que si je voulais le faire par le biais de l'influence, avant de le faire par le coaching, il faudrait aussi que je m'attaque à des grosses courses, à des gros défis, tu vois. C'est pour ça que cet été, j'ai pris un coach. Que ce coach, c'est un mec qui a fait du trail, qui a fait l'UTMB, qui a fait la Diagonale des Fous, qui a traversé l'Atlantique, dans le Pacifique à la rame, tu vois. Donc, et que il a une approche mentale qui va m'obliger à bouger. Et la première question qu'il m'a dit, bah, c'est quoi ton gros objectif que tu pourrais te faire dans les quelques années, tu vois, le truc. Et en fait, le gros objectif que je vais chercher, je l'ai pas trouvé encore. C'est d'avoir un truc qui, c'est pas en mettre plein la vue, tu vois, mais c'est de dire qui installe la légitimité, quoi. C'est-à-dire que j'ai la légitimité du gars qui a perdu du poids, qui a fait un marathon, etc. Pour plein de gens qui débutent la course, c'est pas mal. Mais en fait, pour monter dans ce que je voudrais faire, il faudrait que je monte en légitimité sur la course. Et tu vois, on pourrait prendre dans les coureurs français des quinquins comme Johan Stug, des gens comme ça. C'est des gens qui sont dans les podiums des courses. Tu vois. Alors moi, avec ma vitesse actuelle de hamster, je peux pas faire les podiums des courses. Par contre, ce que dois pouvoir faire, c'est de dire, je suis capable peut-être de faire un marathon des sables. Peut-être je suis capable de faire une diagonale des fous. Ou alors, l'autre jour, j'étais en train d'imaginer un truc, c'est de dire, ma famille, mon grand-père était né en Espagne. Ils sont venus en France dans les années pendant la guerre. Et c'est de me dire, est-ce que je serais capable de refaire en courant le parcours qu'ils ont fait pour venir s'installer? Alors après, j'ai regardé une carte, ça fait 1200 bornes. En courant, et je me dis, waouh, attends, 1200 bornes, j'essaie de calculer en faisant 80 bornes par jour, il y a tant de trucs et tout. Je dis, ça fait beaucoup. Mais est-ce que quelque part, c'est pas, tu vois, le truc qui te semble tellement, et c'est ce que m'a dit mon coach, il m'a dit, tu prends un truc qui te semble tellement impossible à faire et tu te dis que tu vas le faire un jour, tu te dis, si c'est ça, bah, ça sera ça. Mais peut-être que ça peut être de dire, je vais faire l'UTMB, et pour ça, il faut que je me qualifie, que je gagne des points. J'avais dit, j'ai un truc qui me tient à cœur, je voudrais faire voyager ma famille aussi, que ma fille elle voit du paysage, tu vois. Donc, j'avais envoyé un message à un copain, je lui ai dit, écoute, si tu devais voyager, le premier endroit, c'est est-ce que tu vas à New York, Hawaï, ou qu'est-ce que je lui ai dit d'autre? J'en ai mis un troisième, où j'ai dit Otilo en Norvège, ou la mec du swimrun. Et il me dit Hawaï, c'est pour faire quoi? Il me dit c'est pour y aller en touriste, parce qu'il me dit si pour aller voir l'Ironman, c'est pas beau, quoi, va pas là-bas. Je dis non, mais pour le faire. Elle me dit il me dit faire te qualifier d'abord. Je dis ouais, c'est impossible, mais voilà, pourquoi pas. Je dis on pourrait aller à la Réunion, je dis je pourrais amener ma fille à la Réunion, tu vois, un truc comme ça. Marathon de New York. Il me dit ouais, mais dans ce cas, va faire Boston, va faire Chicago et tout. Et quand je dis, on parle à ma femme, elle préférait New York, tu vois. Enfin, il y a des trucs comme ça. Mais ça, après, peut-être que ça serait un truc de dire, peut-être qu'au Canada, il y a une course incroyable qui traverse je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, c'est ce que je suis en train de rechercher. C'est cet objectif-là qui me semble impossible. Et tu vois, par exemple, l'autre jour, j'ai lu un bouquin sur le marathon des sables. Après l'avoir lu, ça me semblait plus impossible, en fait, l'histoire. Truc. Et je me dis, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça me tente d'aller courir dans le désert? Pour l'instant, tu vois, est-ce que ça me tente d'aller faire le tour du Mont Blanc? Pour l'instant, non. Est-ce que ça me tenterait de faire de l'Ironman? Il faudrait que je me mette au vélo. Là, je vais faire un swimrun, tu vois, pour tester. Est-ce que ça me tenterait de faire Otilo? Je suis pas sûr, tu vois. Peut-être que je cherche un truc, en fait, que quelqu'un d'autre n'a pas fait avant, tu vois. Je sais pas.
Donc je peux pas te donner d'objectif. Mais l'objectif, en fait, c'est de faire un bon vieux. Et ça, c'est l'objectif. Ce qui veut dire aussi qu'il faut pas griller les étapes, faut pas se mettre à courir. J'ai couru tous les jours au mois de juillet, mais j'ai préservé mon corps, tu vois aussi. C'est pas de se casser en disant je vais aller faire trois ultras par an ou 4 ultras par an et revenir cassé dans 2 ans et plus pouvoir courir, quoi. Parfait, merci beaucoup Bertrand pour ton temps. Avant de officiellement terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Si t'enfiles pas tes baskets, tu vas pas loin. Ton plus beau souvenir sportif? Ouais, c'est pff, en fait, j'en ai deux. Enfin, le marathon de Paris, tu vois, c'est l'arrivée du marathon de Paris. C'est pas trop la ligne d'arrivée, c'est juste voir que l'émotion, tu vois, chez ma sœur qui dit waouh, tu l'as fait quoi. Et ça, c'est un truc. Et en même temps, j'ai un souvenir un matin, je monte courir le matin, et un matin, il y avait un lever de soleil qui était magnifique, et je me suis posé pendant 5 minutes, et tu vois, j'ai senti le truc, et j'ai dit waouh, là, t'es là où t'as envie d'être. Donc, un peu des deux, quoi. Puis, quel serait ton conseil, ton meilleur conseil en fait pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat? Ben, on parlait de storytelling tout à l'heure, hein. C'est de prendre toute son histoire dans sa globalité, mais vraiment dans sa globalité, de la retracer, de prendre une grande feuille. Alors, un athlète de haut niveau, il va prendre une très très grande feuille, et de se rappeler de tous les passages qu'il juge comme étant clés et de tout ce que ça lui a appris à chaque passage, en fait. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il peut en raconter, qu'est-ce qu'il peut en transmettre. Euh, je me dis, tu vois, moi, je reprends le gamin que j'étais qui voulait devenir champion de foot, et je me dis, s'il y avait sur Internet un mec qui est footballeur pro et qui me raconte son parcours de comment il a fait un centre de formation, comment il a fait ça, comment il a fait ça, comment jusqu'il est arrivé jusqu'à devenir pro, puis jouer la Coupe du Monde, et qui te donne un peu, tu vois, les chemins, les étapes, je me dis, bah, le gamin, il aurait adoré, tu vois, suivre ce truc-là, quoi. Et les parents, ils auraient sûrement donné de l'argent pour que le joueur, il coach, tu vois, ou que le gamin, il puisse suivre des formations, tu vois, en disant, bah, au moins, s'il suit ce gars, ça sera bien, tu vois. Et en fait, le sportif pro, il a passé tellement d'étapes dans sa vie, tellement de trucs pour faire sa carrière, etc. Dans sa tête, dans son physique, dans sa connaissance de son corps, dans son financement, de tout ça, qu'il a tellement de trucs à raconter. Mais rien que s'il se mettait à raconter, tu vois, ce qu'il a fait, comment il a vécu, comment il a fait ça, et comment on peut aussi en faire une partie, comment on peut adapter les méthodes des pros sur de l'amateur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aller prendre certains trucs, alors peut-être pas tout, mais certains trucs. Je pense que tu peux raconter, il peut faire un tome, il peut faire 100 épisodes de podcast sans même réfléchir, en fait, tu vois, ou 200 ou 300, etc. Peut-être qu'il aura besoin de quelqu'un qui va l'aider. Tu vois, je me dis, peut-être qu'il y a quelqu'un, j'ai vu qu'un mec comme Jeff Galloway, je sais pas si tu vois qui c'est, je sais pas si c'est Jeff ou Galloway. En tout cas, c'est Galloway. Il vient de lancer un podcast, il a 72 ou 73 ans, il a couru un marathon olympique ou 10 000 mètres olympiques et je sais pas quoi, il a fait plein de méthodes de running. Et je me dis, peut-être qu'il a besoin de quelqu'un, tu vois, peut-être qu'il aurait quelqu'un qui l'interviewe, qui dit, alors, cette semaine, c'est quoi ta meilleure anecdote, Jeff? Tu vois? Ben, rien que ça, tu vois, enfin, je pense il y aurait plein de gens qui seraient prêts. Et à partir de cette audience que tu crées, ben derrière, tu peux créer plein d'autres choses, en fait. C'est-à-dire que tu vas créer un lien qui va devenir tellement fort que derrière, tu peux balancer. Euh, Enfin, t'écoutes juste ce que les gens te demandent, quoi. C'est-à-dire que du moment que tu as quelqu'un qui dit oh, j'ai écouté ton truc, mais tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'un coup, tu auras plein d'idées d'entreprises qui vont venir sans avoir besoin d'aller chercher une invention incroyable, sans avoir besoin de dire il faut que j'invente un truc incroyable ou quoi que ce soit, quoi. Juste en disant je sais faire ça, je sais faire ça, je peux aider telle ou telle personne à faire ça. C'est parfait, très beau mot de la fin. Donc, merci encore une fois Bertrand pour ton temps, c'était vraiment très très intéressant. Bah, merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup encore une fois à Bertrand Soulier pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 81e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au emilydelabel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également.
Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement essayez le ameliedelobel.com/blueberry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.